Bonjour. En situation de couple divorcé, séparé, dans plus d'un cas sur 10, l'enfant ne voit jamais son père. Pour dénoncer cette rupture de lien entre le père et leurs enfants, depuis quelques mois, des papas se mobilisent sur une grue à Nantes, à la cathédrale d'Orléans ou encore sur un pylône à Ploufragan, aux portes de Saint-Brieuc, où des pères campent depuis une semaine. Reportage. Ils sont là depuis vendredi dernier, sur ce rond-point. Ils ont installé les tentes, certains automobilistes les saluent, leur amènent du café. Ils sont pères et ne voient pas assez leurs enfants. Chaque cas est différent et jamais simple. Ils dénoncent des situations de conflit avec la mère, des conflits poussés à l'extrême parfois, comme Michael qui s'est vu affubler des problèmes psychologiques. En fait, aujourd'hui, je vois ma fille 1 heure tous les 15 jours dans un milieu fermé, au Gué à Saint-Brieuc. Et moi, j'aimerais bien récupérer un droit de visite classique, week-end et moitié de vacances. Pourquoi c'est aussi peu ? En fait, c'est la volonté de la mère. C'est depuis 2005, elle fait tout pour que je perde mes droits de visite. Et à chaque fois, la juge lui donne raison sans regarder les éléments qu'on a. La justice familiale, ce n'est pas une justice basée sur les règles de droit, mais sur des usages. Donc quand la mère dit, tout le monde acquiesce. Donc ça se résume comme ça. C'est plutôt humiliant à la fin de se rendre compte qu'on n'a rien fait de mal et qu'on se retrouve criminalisé par un simple jugement qui ne fait que réécrire l'histoire. Un jugement de 4 lignes, il résume 12 ans de vie. Suspicion, défiance s'invitent dans les débats. Car dites-moi, comment prouver que l'on n'est pas instable si la mère le dit ? Doit-on ici aussi parler de principe de précaution ? Comment prouver que la mère contribue insidieusement à distancier les enfants du père ? Faut-il prouver que l'on n'arrive pas à joindre ses enfants au téléphone ? Et pourquoi leur faudrait-il prouver ? On a fait de nous des nouveaux pères, on nous a appris à changer les couches, à faire à manger, à faire la vaisselle, à faire des lessives. On y a pris du plaisir et au moment de la séparation, on nous enlève tout ça. Donc nous, on est quelques papas, là, on est de plus en plus à s'indigner contre ce système. Et là, on milite pour que la résidence alternée par défaut soit instaurée. On lutte pour une vraie parité, pour une vraie égalité homme-femme. Car aujourd'hui, dans 77% des cas, l'enfant réside chez la mère, dans seulement 8% des cas chez le père et 15% en garde alternée. Ces papas sont sur ce pylône depuis une semaine, aucune autorité n'est venue les déloger et ils y seront encore ce soir. Je me sens remonté à bloc, je suis prêt à déplacer des montagnes, coller des banderoles sur la lune s'il le faut, tout simplement pour mes enfants, que mes enfants, c'est tout simplement. C'est mon fil rouge, c'est ma vie, voilà. Voilà, et ce samedi midi, ils appellent à un pique-nique sur ce rond-point du Carpont à Ploufragan, un pique-nique solidaire. Ce week-end, Andy Chien fêtera ses 10 ans. Depuis une décennie, l'association confie gratuitement Labrador et Golden Retriever aux personnes à mobilité réduite pour les accompagner et les aider dans leur vie quotidienne. Mais il faut du temps, du travail et de l'implication de bénévoles pour que le chien soit parfaitement éduqué. Reportage Gilles Luquet. Exercice de franchissement d'obstacles pour ces jeunes labradors. Depuis quelques mois, ils sont confiés à des familles d'accueil qui, durant 16 mois, vont leur apprendre une trentaine de commandes. Un travail de longue haleine, car ça ne marche pas toujours du premier coup. L'éducation des chiens sera ensuite complétée dans un centre spécialisé. Au final, ils apprennent 52 commandes qui en font de parfaits chiens d'accompagnement et d'assistance pour les personnes en fauteuil roulant. Jérémy a eu son premier chien en 2008, sa vie en a été complètement changée. Il a eu son premier chien qui s'appelait Hulen, qui est décédé au mois de novembre, qui lui a rendu d'énormes services, qui l'accompagnait donc au lycée. Avant, je demandais de l'aide à mon entourage, à mes parents, ma petite sœur, tout ça. Et en fait, maintenant, c'est le chien qui va rapporter les choses, les objets dans les placards, qui va rapporter un objet qui tombe par terre, allumer la lumière, l'éteindre. Après, il a trouvé du travail grâce à Andy Chien, à une démonstration dans un collège. Donc, elle lui a sauvé la vie. Comme Jérémy, ils sont nombreux à faire une demande auprès d'Andy Chien. Depuis son implantation en Bretagne il y a 10 ans, l'association a remis 168 chiens. C'est à la fois peu et beaucoup, car l'éducation d'un animal coûte 13 600 €. Mais il n'y a pas que le chien qui doit être éduqué. Chaque bénéficiaire doit effectuer un stage d'adaptation et de transmission sur 2 semaines. Une première semaine où c'est essentiellement de la théorie, où ils vont découvrir leur chien. Et une deuxième semaine avec plus de pratique pour les habituer justement à l'extérieur quand ils vont rentrer à leur domicile. Voilà. Et avec un examen. Un examen final de théorie et de pratique pour être sûr que tout soit bien acquis.
Samedi, Hugues sera officiellement le maître de Guada. Le garçon désirait un chien depuis plusieurs années et pas seulement pour le côté affectif. On a pensé que pour la marche, ça pouvait amener beaucoup de plus, et c'est le cas, puisque ça lui crée un relâchement qu'il n'a pas s'il marche avec un adulte à la main. Outre l'aide dans la vie de tous les jours, le chien permet aussi de prendre confiance en soi et de mieux accepter son handicap. Dans ses yeux, je me sens belle, donc du coup ça a changé beaucoup de choses. Et du coup ça change aussi le rapport social, c'est-à-dire que les gens viennent plus facilement vers nous parce qu'il y a le chien, nous pose des questions, s'intéresse. Donc du coup la vie est plus belle, plus facile. On a l'habitude de dire que le chien est le meilleur ami de l'homme, ça n'a jamais été aussi vrai. Le 7 septembre 1863, il y a 150 ans, arrivait le premier train en gare de Saint-Brieuc. Un anniversaire que l'association des chemins de fer des Côtes-du-Nord, située à Langueux-les-Grèves, souhaite marquer en réalisant un film sur l'histoire ferroviaire d'un des plus importants réseaux ferrés de l'époque, avec 450 km de voies sur le département. On écoute la présidente de l'association. Ce que nous souhaitons faire avec ce film, c'est de rappeler cette histoire, les problèmes de la construction de la ligne parce qu'il a fallu se battre pour qu'elle passe par Saint-Brieuc. Et ensuite, il y a une autre ligne qui a été construite jusqu'au Légué. Et ensuite, le réseau des Côtes-du-Nord, qui petit à petit, avec ses 19 lignes, a irrigué tout le département. Donc l'idée, c'est de perpétuer la mémoire de ce réseau de chemin de fer qui a beaucoup marqué les esprits et la mémoire des gens du département, puisqu'il leur a permis de se déplacer, d'aller vers les grands centres. Il a aussi permis de transporter vers les villes les cultures du centre de la Bretagne et d'autre part de ramener vers les campagnes les engrais qui arrivaient par les ports. Et donc comme nous avons des images inédites que nous avons retrouvées récemment, le film couvrira ces deux aspects du train dans Saint-Brieuc. Voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain pour d'autres infos en Côte d'Armor. À bientôt.